Aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire qui, franchement, défie toute logique. C'est l'histoire d'un homme tellement, mais tellement ordinaire qu'il en était quasi invisible. Et pourtant, à force de frôler la mort, il a fini par la contrarier, la grande faucheuse elle-même. Alors, préparez-vous. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la chance, le destin et la justice. Ah, la justice. On dit souvent que c'est une vieille dame aveugle. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle est aussi complètement sourde et qu'elle a un sens de l'humour, disons, particulièrement mauvais. Allez, c'est parti, on plonge dans cette affaire. Notre histoire elle ne commence pas avec un héros, non. Elle commence avec une anomalie statistique. Un type qui, pour faire simple, était une erreur dans le grand fichier Excel de la vie. Et ce type, il a un nom, Jean-Victor Delacroix. Alors attention, ce n'est ni un espion, ni un gangster, non, c'était bien pire que ça. C'était un auditeur à la Cour des comptes, un comptable. Imaginez un peu sa vie, une symphonie en beige majeur. Sa plus grande folie, mettre 2 sucres dans son café le vendredi. Voilà le personnage. 7, c'est le nombre de fois où on a essayé de le tuer. 7 fois. Et il a survécu. Mais le plus dingue dans tout ça, ce n'est même pas ça. Le vrai cœur de l'histoire, c'est de comprendre pourquoi, à la fin, la justice l'a quand même condamné. Et pas parce qu'il en savait trop, non. La vérité, vous allez voir, est bien, bien plus absurde. Parce que, voilà le truc. Cet homme, ce monument d'ennui en apparence, c'était en réalité un pur génie des chiffres. Là où n'importe qui voit des lignes de budget à s'endormir debout, lui, il voyait des poèmes, des secrets, des trahisons. Il était capable de faire chanter une simple note de frais. Et forcément, un jour, ça devait arriver. En mars 86, en pleine audit des dépenses diverses, toujours se méfier des dépenses diverses, il trouve une fausse note. Une seule. Une toute petite anomalie dans sa partition parfaite. Un nom de code. Opération Colibri. C'est poétique, n'est-ce pas? Sauf que derrière ce joli nom se cachait, une caisse noire de l'État. De quoi financer les contrats d'armement, des coups tordus en Afrique, bref, le genre de choses qu'on n'écrit pas noir sur blanc. Et notre bon Jean-Victor, avec sa petite calculatrice et son air de ne pas y toucher, venait de mettre les pieds dans le plat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son travail. Il a posé la question. Une toute petite question, l'air de rien. À quoi correspond cette dépense, s'il vous plaît? Grosse erreur. Parce que dans les couloirs du pouvoir, la curiosité, ce n'est pas une qualité, c'est une maladie mortelle. Et la réponse de l'État, elle n'est pas arrivée sous forme de mémo. Non. Ça a été le début du bal des faucheuses. Et quel bal! On a eu droit à toute la panoplie. La classique, la gastronomique, la prolétaire, l'explosive, la silencieuse et même la professionnelle. 6 tentatives. 6 échecs de plus en plus spectaculaires. On commence en douceur avec la tentative numéro 1, la classique. Un bon vieil accident de voiture. Les freins lâchent et hop, Jean-Victor encastre sa voiture dans une boutique de lingerie. Officiellement, frein défectueux. On passe ensuite à la numéro 2, la gastronomique. Un empoisonnement au cyanure, malin, déguisé en intoxication alimentaire après un plateau de fruits de mer un peu suspect. Et ça continue. Tentative numéro 3, une agression qui tourne mal. Le coup de couteau est dévié par quoi? Par sa mallette bourrée de rapports budgétaires. La paperasse lui sauve la vie, un comble. Puis la numéro 4, explosive, une bombe sous sa voiture. Il s'en sort parce qu'au même moment, un pot de géranium tombe du balcon d'une voisine et le fait sursauter. Là, on entre vraiment dans une autre dimension. Tentative numéro 5, la silencieuse. Une fuite de gaz dans son appartement. Ce qui le sauve, ce n'est pas l'odeur, c'est son petit canari, Tino, qui meurt le premier. Paix à son âme, Tino. Et enfin, le bouquet final, la tentative numéro 6, la professionnelle. Un sniper. Le tir est parfait, la trajectoire est parfaite, sauf qu'à la dernière seconde, un pigeon se pose sur la trajectoire de la balle. Un pigeon. C'est invraisemblable. À ce stade, pour les types qui voulaient sa mort, il était devenu une sorte de blague, une légende, le Highlander de la compta. Le problème, c'est qu'une blague qui dure trop longtemps, pour l'État, ça devient un problème très très sérieux. Et puisqu'on n'arrivait pas à l'éliminer physiquement, il fallait trouver un autre moyen, le discréditer. Et c'est là qu'arrive la 7e tentative, la plus vicieuse de toutes. Cette fois, on ne visait plus son corps, on visait son esprit, sa réputation, sa santé mentale. L'idée était simple, puisqu'on ne peut pas le tuer, on va le faire passer pour un fou dangereux. Et accrochez-vous bien, parce que c'est là que l'histoire bascule dans l'absurde le plus total. L'accusation officielle, c'est un chef-d'œuvre de cynisme. Mise en danger répétée de la vie d'autrui, conduite dangereuse et trouble à l'ordre public. Oui, la victime devient l'accusé. Imaginez la scène au tribunal. Le mécanicien qui a saboté les freins vient dire à la barre « Oh oui, sa conduite agressive usait les plaquettes ».
L'agent qui a posé la bombe témoigne, il bricolait tout le temps sa voiture, quel imprudent. Chaque assassin raté est devenu un témoin à charge, transformant les tentatives de meurtre en preuve de la dangerosité de Jean-Victor. Et le procureur, dans un grand moment de théâtre judiciaire, a eu cette phrase magnifique « Cet homme est un aimant à catastrophe. Partout où il passe, le chaos s'installe. Il est un danger public, non par intention, mais par essence. En gros, on ne lui reprochait pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il était, une anomalie ambulante. » Le verdict, c'est la cerise sur le gâteau. Coupable. Coupable de quoi? Homicides involontaires sur un pigeon et un canari, accumulation de délits routiers, trouble à l'ordre public, et le meilleur pour la fin, création d'un climat d'insécurité. C'était un coup de génie, il faut le reconnaître. Ils ont réussi à le faire passer pour un porte-malheur cosmique. Et c'est ce qui nous amène à la conclusion de cette histoire, une conclusion d'une ironie absolument parfaite. Jean-Victor Delacroix a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour avoir été la victime la plus coriace, la plus tenace de toute l'histoire de France. Il fallait l'isoler, disait-on, pour protéger la société de sa malchance. Et c'est là le twist final, l'ultime pied donné du destin. Dans sa cellule, entourée de 4 murs bien solides, Jean-Victor était enfin en sécurité. Ses ennemis, en voulant le neutraliser, lui avaient finalement offert la seule chose qu'il pouvait désirer, un sanctuaire, l'endroit le plus sûr du monde pour lui. On raconte que, pour la première fois depuis des années, un petit sourire s'est dessiné sur ses lèvres. L'anomalie statistique avait enfin été corrigée. Jean-Victor a purgé sa peine, et puis plus rien. Disparu. L'ordre était rétabli dans le grand tableur de l'État. Alors voilà, cette histoire nous laisse avec une question, une seule. Si on survit à l'impossible, si on déjoue le destin encore et encore, qui vient nous féliciter à la fin? L'État ou notre fossoyeur? La réponse, j'ai bien peur, est loin d'être évidente.